J'avais pas la barbe, j'avais pas la kippa, j'étais toujours en jogging et le matin j'arrive au boulot et voilà ce que je trouve sur mon bureau avec en première page le lynchage de nos soldats à Ramallah. Ça m'a brisé, c'est-à-dire ok, qu'est-ce qu'il y a? Faut choisir son camp, hein. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ça a changé quelque part. Premièrement, ma vision de qui j'étais, ma vision de comment on me percevait, ça a changé beaucoup de choses. Claude Moshe Kemoun, bonjour. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit. On en parlera tout à l'heure parce qu'évidemment il y a un lien avec votre histoire. On peut dire que vous êtes en Israël en raison du traitement de l'information dans les médias français. Si je vous dis ça, ça vous parle? Oui. Pas que ça, mais c'est vrai. D'abord, j'ai fait ma Aliyah il y a 20 ans et on était en plein milieu de la deuxième intifada. Et c'est vrai que c'est partie intégrante de mon départ de la France vers Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un élément déclencheur? Oui, il y a eu l'intifada. Elle a réveillé mes racines juives qui étaient jusqu'à présent très endormies. Vous viviez dans une famille complètement assimilée qui n'avait rien à voir avec le judaïsme? Complètement. C'est-à-dire, du côté de ma mère, 9 frères et sœurs, il n'y a que ma mère qui s'est mariée avec un juif. Du côté de mon père, c'est pareil. 3 frères. Il n'y a que mon père qui s'est marié avec une juive. À part le couscous et la pkeïla, il restait vraiment pas grand-chose de nos racines juives. Par contre, et c'est là la différence avec certaines familles israéliennes, c'est que chez nous, il n'y avait pas d'anti-religion. C'est-à-dire, c'était très très frai, mais pas d'anti-religion. C'était très libéral. Du moment que tu es heureux, mon fils, fais ce que tu veux. Alors, vous viviez une vie tout à fait normale. Vous avez passé un BEP électricité, voilà, oui, pour être électricien en fait, c'est ça? Je ne l'ai pas eu, je l'ai loupé. Moi j'étais un grand cancre à l'école. C'est-à-dire, j'ai eu une scolarité vraiment catastrophique. J'ai redoublé 3 fois, j'ai été réorienté. C'était pas votre truc? C'était pas mon truc. J'ai dû traverser Paris pour aller dans un lycée à Malakoff, alors que j'habitais dans les Hauts-de-Seine, au nord. J'allais trouver un établissement pour vous. L'intifada débarque dans votre vie, ça vous bouleverse, ça vous chamboule. Vous avez quel âge à cette époque? 21 21 ans. 21, ouais. J'étais déjà dans la vie active. Et là, je prends connaissance d'un tout petit pays. Voilà, Israël, dans le Proche-Orient, parce que moi, j'avais jamais mis les pieds en Israël. Ça vous interpelle, ouais. L'histoire de ce peuple, de ce pays? Vous comprenez pourquoi il est mis au banc des nations? J'ai cherché à comprendre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Un tout petit bout de terre comme ça, et puis ça m'a vraiment... là, j'ai commencé à me poser des questions. Et je lisais vraiment tout ce qui me passait sur la main qui parlait d'Israël et du conflit. Et pour moi, c'était un conflit idéologique contre le peuple juif. C'est comme ça que vous perceviez la politique? Encore aujourd'hui, oui. C'est comme ça que je le perçois. Et si c'est un combat contre le peuple juif, eh ben c'est mon combat aussi. C'était ça ma logique. Donc vous vous êtes tout de suite identifié, malgré votre méconnaissance, tout à fait, à votre peuple. Oui. Alors un jour, vous êtes au bureau. Vous arrivez, voilà, normalement au travail, vous faisiez à l'époque du télémarketing, je crois. Exact. Et vous trouvez sur votre bureau, en termes de bonjour et de bienvenue, un journal qui vous glace le sang. À ce moment-là, je ne savais pas exactement qu'on me voyait comme un juif. Je pensais que j'étais Claude. Mais vous n'aviez pas la barbe à l'époque? Non, j'avais pas la barbe, j'avais pas la kippa. J'étais toujours en jogging. Et le matin, j'arrive au boulot et voilà ce que je trouve sur mon bureau. Avec en première page le lynchage de nos soldats à Ramallah, dans la deuxième intifada. Pourquoi on vous a fait ça d'après vous? Je pense que c'était... tiens, prends ça dans les dents. Voilà. Je pense que c'était ça. Comment vous l'avez pris? Ça m'a brisé. Enfin, ça m'a brisé, c'est-à-dire... ok, qu'est-ce qu'il y a? Faut choisir son camp, hein. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ça a changé quelque part. Ma vision, premièrement, ma vision de qui j'étais, ma vision de comment on me percevait, ça a changé beaucoup de choses. Votre vision de l'avenir en France? Ah non. Pas ça. Non, pas ça. Parce que, le choix de ma Aliyah, c'était pas une fuite. C'était vraiment un choix idéologique. Ça a pris combien de temps après cet événement de décider de tout quitter, de partir? Je ne sais pas exactement. J'ai compris que si je veux être chalem avec moi-même, entier avec moi-même, il fallait que je fasse le pas. Alors un jour, vous décidez finalement d'aller vous installer en Israël sans avoir aucune connaissance sur le pays, et votre mère vous rayonnait. Oui. Je dis, écoute, maman, je crois que je vais monter en Israël, je vais faire ma Aliyah. Elle me dit, mais
C'est qui t'a mis ça dans la tête? Déjà, tu connais pas Israël, tu n'as jamais été en Israël. Qu'est-ce que... Elle a cru que je m'étais fait... Embrigadé. Embrigadé, exactement. Alors ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit, ok Claude, si tu veux, viens, on y va tous les deux, tu vas voir ce que c'est Israël. C'est pas ce que tu crois. Alors vous partez tous les deux en vacances. On part tous les deux en vacances. Vous tombez amoureux du pays. Exactement. Et ça tout de suite, dès la sortie de l'avion. Dès que j'ai foulé la terre d'Israël, grand bouleversement. C'est bon, c'était... Bon, limite, on aurait pu repartir tout de suite. 3 mois après, vous faites vos valises. Grâce à un programme de l'agence juive, vous débarquez dans une petite ville, Sderot. Vous êtes une vingtaine de personnes. Comment ça se passe? Alors c'est vrai que les premiers pas, ils ont été un petit peu difficiles parce que, premièrement, tous les Français se connaissaient pratiquement. Moi, je connaissais personne. Et c'est vrai qu'on n'a pas grandi dans les mêmes conditions. Il y avait malgré tout un décalage. Alors, avant de partir, quand même, pour me mettre dans le bain, plus ou moins, j'ai arrêté de manger du porc 1 ou 2 mois avant de faire ma alia. C'était pour moi le minimum. Mais il y avait encore de très, très gros décalages. C'est-à-dire, tu me parlais de mettre les tefilines, je les avais dans mon sac, mais je ne les avais pas mis depuis la bar mitzvah. Mais vous n'imaginiez pas vivre en Israël sans être religieux? C'était lié pour vous? Ah non, c'est pas ça. C'est que si j'avais fait déjà le grand pas, pourquoi pas? À dire, ok, j'ai fait tellement de... J'ai renoncé à tellement de choses. J'y étais bien en France. J'avais mon boulot, j'avais mes amis, j'avais ma voiture, j'avais mes copains. Si je viens ici, essaye de faire un petit peu des... Bon, alors, au lieu de manger un cheeseburger, tu vas prendre un shawarma. Ça va, c'est pas... Et puis bon, au lieu de... C'est venu comme ça, naturellement. Alors comment, après cette année de programme d'intégration, ça se passe plutôt bien pour vous, qu'est-ce que vous faites? Comment les choses s'organisent? Comment vous vivez? J'ai même pas attendu 1 an. C'est-à-dire, dès que j'ai fait ma alia, dès que j'ai su un petit peu, mais vraiment, quand je te dis, Cathy, un petit peu baragouiner en hébreu, j'ai avancé la date de mon armée. Je voulais commencer le plus vite possible. Au bout de 9 mois, j'ai intégré Tsahal. J'ignorais que j'avais des tendons déchirés. Alors mon profil, il a descendu. Donc vous n'avez pas été combattant? Exactement, c'était une épreuve. J'ai pas fait 4000 km pour m'asseoir dans une tour à faire le guet. Vous avez fait quoi finalement à l'armée? Garde. Et maintenant, garde, c'est pas du tout mon profil, c'est-à-dire... Bon, vous avez accepté votre sort. Ouais. Vous n'avez pas le choix. Après, vous quittez l'armée, vous mariez, vous rencontrez... c'est rigolo d'ailleurs, c'est des histoires qui n'arrivent qu'en Israël. Exactement. Vous rencontrez votre femme grâce à votre propriétaire qui vous présente une marieuse, une chadranite. Exactement. C'est rigolo. En plus, ma femme, elle est israélienne et moi, je suis français. Elle est née dans une famille religieuse et moi, je suis né dans une famille assimilée. On n'avait vraiment rien en commun. Je ne connaissais pas non plus les codes orthodoxes en Israël. Je suis arrivé avec ma petite kippa tricotée. C'était le choc des cultures. Mais finalement, on ne sait plus. Alors 7 enfants plus tard, vous vivez aujourd'hui bien loin de Sderot. Vous êtes à Beitar Illit. Vous avez été victime il y a 7 ans d'un attentat. Je rentrais du travail et c'était en décembre. Alors, Shabbat rentre tôt et au lieu de retourner du Gush Etzion jusqu'à Gilo, je me suis arrêté, comme j'avais l'habitude de le faire, au Tzomet El Khader, pour couper, pour arriver à la maison le plus vite possible. Et j'attends donc qu'une voiture s'arrête pour me raccompagner à la maison. Vous faisiez du stop? Je faisais du stop, exactement. Et je le vois arriver de loin. Je vois, quelqu'un qui se rapproche de moi. Mais a priori, je ne vois pas de danger. Parce qu'il n'a rien dans les mains. La seule chose qui m'interpelle, c'est que je n'ai pas compris pourquoi il s'approchait de moi. Parce qu'en fait, s'il voulait aller à Batir, qui est un Kfar Arabi, alors il aurait coupé, tout droit. S'il voulait aller à El Khader, il aurait pris le petit tunnel. Qu'est-ce qu'il foutait là? Je ne sais pas. Mais je le vois pas arriver. C'est-à-dire, il se rapproche, aucun danger. Vous ne méfiez de rien? Non. Et là, il y a une voiture qui s'arrête. Je me penche pour demander où ils vont. Et là, il m'interpelle. Il me demande l'heure. Juste, je me retourne vers lui. J'ai même pas eu le temps de voir son visage. Il m'asperge d'acide en plein dans les yeux. Donc là, votre vie bascule. Oui, parce que pour plusieurs raisons. Moi qui étais en très bonne santé,
je me retrouve quand même handicapé en fait. J'ai perdu la vision d'un œil. Comment vous faites sur place, quoi? Est-ce que quelqu'un vous vient en aide? Vous êtes seul? Vous devez paniquer complètement? Non, grâce à Dieu. Je sais exactement ce qui se passe. Je sais que je suis en danger. Je commence à m'éloigner du terroriste. Je fais une dizaine de pas, en courant évidemment. Mais par contre, je refais demi-tour. Parce qu'en fait, il y avait la voiture malgré tout qui s'était arrêtée pour moi. Je reviens vers le terroriste avec le peu de force et surtout le peu de vision qui me reste pour essayer d'empêcher une catastrophe. Et là, je l'aperçois, trifouillé dans son sac. Je sais très bien que ça va mal finir. J'imagine ce qu'il a dans son sac et j'avais raison parce que la police me l'a dit quand j'étais à l'hôpital. Il avait évidemment un couteau sur lui. Seulement quand je me rapproche de lui, quand je cours vers lui, je m'aperçois que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Avant d'arriver vers lui, je sais qu'il va sortir son couteau et puis moi, je suis plus du tout dans l'état de faire quoi que ce soit. Je refais demi-tour, il me court après et là, il n'arrive pas à m'atteindre. Tout ça, vous courez les yeux fermés? Pas les yeux fermés, mais je connais très bien le coin. Et comment vous faites pour vous en sortir, quoi? Est-ce que quelqu'un vous vient en aide finalement? Pas tout de suite. Pas tout de suite, et c'est ça mon malheur, c'est que, l'acide il est resté dans mes yeux plusieurs minutes. Et à chaque minute qui reste dans les yeux, cause des dégâts supplémentaires. Et chez moi, ça a fait des gros dégâts. Vous avez perdu un œil? J'ai perdu la vision d'un œil. En fait, j'ai failli perdre les deux yeux, parce qu'elle a brûlé toute ma cornée. Par miracle, il me restait 2 petits morceaux d'épithélium qui n'avaient pas été touchés par l'acide, et ils ont repoussé. Ils ont repoussé pour finalement recouvrer tous mes yeux. Ça vous a sauvé la vue d'un œil, en tout cas. Ouais. On l'a attrapé aujourd'hui? Bien sûr. Il a pris 6 ans et demi, pratiquement le maximum qu'il aurait pu. Qu'est-ce que ça a fait, vous qui étiez venu par un sionisme, par amour d'Israël, qui avez découvert la foi? Ça vous a renforcé ou ça vous a détourné de votre chemin? Bon, apparemment non, mais je vous pose quand même la question. Non, ça m'a pas détourné. D'abord, c'était une éventualité. Jamais j'ai pensé que ça m'arriverait pas. Je crois que quand on est juif, on reçoit la Torah, on reçoit ses racines, on reçoit aussi, l'humour juif, mais on reçoit ça aussi, la haine. Et c'est un lot, c'est un pack. Je sais qu'on ne veut pas de moi ici, ça fait partie du lot. Alors ce qui est terrible dans cette histoire, en même temps magnifique, c'est que ce moment qui fait basculer votre vie, qui vous diminue physiquement, vous ouvre aussi la porte parce que le Bitoire Lomi va vous venir en aide et d'une manière tout à fait inattendue. Exact. Après 1 an de convalescence, mon assistante sociale me téléphone et me dit « Écoute Moshe, tu as des droits. Et on peut te réinsérer professionnellement. » En tant que, on va dire, francophone, vous ne vous intéressiez pas vraiment à vos droits. J'imagine que vous ne les connaissiez même pas. Non, pas tellement. Ce qu'on me dit, c'est Claude, t'as pas réellement de métier. Aujourd'hui, tu es victime d'un attentat. On peut te réinsérer, dans la vie professionnelle en te permettant de faire des études. D'abord, je ne le savais pas et pour moi, c'était une grosse opportunité. J'avais pas de boulot. Moi, je faisais, depuis ma alia, je faisais que des petits boulots. J'avais pas de profession, j'avais pas réellement de savoir-faire. Après 2 jours de tests psychologiques, et là, bonne surprise. Le cancre n'était pas si mauvais en fait. Exactement. D'abord, premièrement, j'ai le droit au maximum. À 4 ans d'études académiques. Payées avec une subvention durant toute la période dans laquelle j'étudie. C'est-à-dire ça vous permet d'avoir des moyens de subsistance pour vivre et en même temps vous avez les études payées. Il y a les deux, c'est pas seulement les études. C'est magnifique, une aubaine incroyable. Exactement. Et avec les psychologues, quand ils voient mes résultats, ils veulent m'orienter vers quelque chose de très technique. Ils pensaient à l'ingénierie mécanique ou alors quelque chose comme l'architecture. C'est ce que donnaient mes tests. Et puis en fin de compte, par la providence, sur le coup, j'ai réalisé que c'était une opportunité qui ne reviendrait pas. Ok, qu'est-ce que t'en fais? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose que tu aimes, que tu choisis toi? Pour la première fois de ma vie, je pouvais avoir le choix de ce que j'allais faire. Et pas d'être dans l'urgence et de prendre le premier travail venu. Et là, je décide ok, moi j'aime bien dessiner. Pourquoi on ne fait pas ça? Et là, mon assistante sociale, elle regarde le psychologue et elle lui dit... Comme ça. Ils ont accepté. Ils ont accepté et on cherche une école. Donc tu es rentré dans une école de dessin ou une école d'art? Non, une école d'art. Et c'est bien de l'avoir souligné, c'est différent.
Bien sûr. Donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Complètement, un nouveau monde, complètement étranger, parce que moi, au musée, j'y ai pas jamais mis les pieds. Si, une fois, j'ai été au Louvre, parce que ma mère, elle avait, Zichrona Livracha, elle avait gagné des places pour aller au Louvre à la radio. Mais sinon, pour moi et les musées, moi et l'art, c'est-à-dire c'est deux choses complètement différentes. Et pourtant, Parce que quand on commence avec le Bitou Leumi, que ça te convienne ou que ça te convienne pas, si tu as commencé, tu ne peux pas changer en plein milieu. tu es obligé de finir. Tu es obligé de finir. Mais c'était un bon choix, j'imagine. Vous ne l'avez pas regretté. Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais c'était un bon choix. Hein, ça m'a pris quelques mois quand même. Au début, c'était difficile. Au début, c'était très difficile. Pourquoi? D'étudier, de retourner à l'école, de... Il y avait ça, mais il y avait surtout que dans l'art, c'est pas compliqué. Si t'es pas toi-même ou si t'essayes de cacher des choses, ça marche pas. Si tu parles pas vrai, ça marche pas, ça fonctionne pas. T'es pas convaincant. Tu peux pas mentir sur une toile. Tu peux pas cacher. Il faut que ça soit poignant. Pourquoi vous avez choisi la peinture pour vous exprimer et pas l'art plastique ou autre chose? Parce que, moi j'ai grandi avec les comics. En France, j'avais une collection de bandes dessinées et de tout, hein. Vraiment français, belge, américain, des mangas, vraiment passionné de bandes dessinées. Alors d'abord c'est le côté esthétique qui m'a fait venir à l'art et pas l'inverse. Comme j'étais dans une école d'art et que tant qu'à y être, j'aime bien faire les choses convenablement, je m'y suis mis sérieusement. Vous avez appris. Et vous avez changé, vous avez grandi. Exactement. Aujourd'hui, on se trouve au Beth Alliance et on est entouré de vos tableaux. C'est quoi? Pourquoi on est là? C'est votre première exposition? Oui, c'est ma première exposition individuelle, parce que j'ai participé à des expositions collectives, j'en ai fait pas mal, hein, surtout cette année. Mais là, c'est particulier. C'est ma première exposition individuelle. C'est le résultat de vos 5 ans de travail acharné? Ouais. Oui, exactement. Alors, le titre de l'exposition, ça s'appelle Moutar. En hébreu, ça veut dire Permis. Permis. Ça vous va bien? Oui, parce que c'est ce que j'essaye de faire dans mon art. J'essaye d'être vraiment, d'aller entre les gouttes, de rester moi-même, mais de ne pas être politiquement correct, mais toujours d'après la halakha. Je suis sur le fil du rasoir, c'est-à-dire j'essaye d'être critique, d'être bicorti, mais de manière esthétique. On peut venir la voir, l'exposition? Bien sûr. Jusqu'au 7 juillet, de 5h à 8h30. Si vous faisiez le bilan de ces 20 ans d'Alia? Je pense que c'est une aventure qui valait le coup d'être vécu. Je pense que c'est un mérite exceptionnel en vérité. Malgré tout ce qui vous est arrivé? Oui, bien sûr. S'il fallait donner encore autre chose, je le donnerais sans rechigner. C'est pas cher payé. C'est pas cher payé un œil. Vraiment, hein, je le pense. C'est dur ce que vous dites. Ouais, mais si je le pensais pas, je le dirais pas. Pour moi, c'est un peu comme un korban. J'ai retrouvé mes racines. Je me suis retrouvé quelque part. Et ça n'a pas de prix. J'ai des enfants qui font leur bar mitzvah. J'ai des enfants qui... Qu'est-ce qui serait arrivé à ma famille si je n'étais pas venu? Il n'y avait personne pour continuer la chaîne qui a commencé il y a 3000 ans avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on parlait tout à l'heure de mes motivations, qui ont fait ma alia, alors c'est sûr qu'il y avait le matzav bitroné. Cette situation d'intifada. Mais toujours dans ma tête, j'avais Claude, si tu fais pas quelque chose, c'est pas compliqué, tu as 2 familles qui vont partir. Si j'avais pas pris sur moi de m'enraciner en Israël, la famille de ma mère et la famille de mon père, elles seraient parties. C'est pire que l'Holocauste.